Salut à tous. Cela devait rester ultra confidentiel. Le transfert secret de quelque chose de nucléaire, censé naviguer sous les radars sans jamais être découvert. Mais quelqu'un l'a découvert. Et quant au transfert lui-même, il s'est terminé en désastre total. Le genre de désastre qui, dans la communication à la Trump, serait probablement décrit comme totalement sous contrôle jusqu'au moment précis où le navire disparaît sous l'eau. La Russie a tenté d'envoyer des réacteurs nucléaires à la Corée du Nord dans une tentative évidente de soutenir l'un de ses derniers alliés. Mais quelqu'un a fait exploser ces réacteurs en Méditerranée. La question devient immédiatement de savoir si c'était les États-Unis, l'Allemagne ou, chose étonnante, même la Chine. Peu importe qui en est responsable, le résultat est clair, la Corée du Nord ne mettra pas la main sur ces réacteurs. Et si la machine médiatique pro-Trump s'emparait un jour de cette histoire, la première victime serait sans doute la nuance, suivie de près par les faits qui auraient eu le malheur de se tenir trop près du micro. Les faits de base commencent le 23 décembre 2024 lorsqu'un cargo russe appelé l'Ursa Major s'est retrouvé en grande difficulté en Méditerranée. Une série d'explosions a secoué le navire, entraînant finalement son naufrage dans des circonstances inexpliquées à environ 60 milles de la côte espagnole. Les reportages de l'époque laissaient entendre qu'il n'y avait aucune raison apparente pour que ces explosions se produisent. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'une explosion avait eu lieu dans la salle des machines, a rapporté la BBC le 24 décembre. Le même média a noté que l'Ursa Major avait quitté Saint-Pétersbourg 12 jours plus tôt et qu'il était censé faire route vers Vladivostok avec une cargaison de 2 énormes grues. Mais il y avait, dans ce reportage de la BBC, un petit détail intéressant qui est devenu très important aujourd'hui. La destination n'a pas pu être confirmée de façon indépendante. Certains aspects de l'histoire n'avaient tout simplement aucun sens. L'Ursa Major était visé par des sanctions des États-Unis et de plusieurs autres pays, ce qui en faisait probablement un élément de la flotte fantôme russe. Dès le départ, toute affirmation sur sa destination et sur ce qu'il transportait devait être traitée avec méfiance. La méfiance, bien sûr, n'est pas la même chose qu'un point de presse à la Trump, où le soupçon est souvent promu au rang de certitude avant l'heure du dîner. Le navire naviguait aussi dans la même zone de la mer Méditerranée qu'un autre navire russe sanctionné, le Sparta. Les deux auraient traversé la Manche seulement quelques jours avant que l'explosion ne frappe l'Ursa Major. Quelque chose ne collait pas. C'était le genre de route qu'un navire à destination de Vladivostok pouvait emprunter. Le territoire se trouve dans l'extrême-orient russe et naviguer autour du nord de la Russie est difficile dans les meilleures conditions et pratiquement impossible au cœur de l'hiver. Cependant, Vladivostok se trouve justement presque à côté d'un pays qui est depuis longtemps un allié de la Russie et qu'il est devenu encore davantage depuis que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine. La Corée du Nord. Des questions étaient déjà posées au sujet de la version donnée par la Russie sur le navire et maintenant, presque 18 mois plus tard, certaines réponses commencent à émerger. L'Ursa Major ne transportait pas des grues vers Vladivostok. Il transportait des réacteurs nucléaires vers la Corée du Nord. Du moins, c'est ce qu'affirme CNN, qui a publié le 12 mai une enquête sur le sort de l'Ursa Major. Le média allègue que le navire russe sanctionné se dirigeait vers la Corée du Nord avec des réacteurs nucléaires et chose encore plus frappante, que l'incendie dans la salle des machines n'avait pas été causé par une défaillance mécanique ou technique, mais par quelque chose de bien plus dangereux. Cela suffit déjà à faire sonner toute explication de cargaison parfaitement normale, comme l'une de ces explications parfaitement normales de l'ère Trump, qui arrive emballée dans le déni et repart avec une assignation à témoigner. Pour comprendre cela, il faut retracer le trajet emprunté par l'Ursa Major jusqu'à l'endroit où il a fini, au fond de la mer. Le navire sanctionné ne s'est pas toujours appelé l'Ursa Major. Il fut un temps où il s'appelait le Sparta III et il était un vétéran de la campagne russe en Syrie où il avait été utilisé pour transporter du matériel russe hors du pays. Le 2 décembre, ce navire caméléon a accosté au port d'Ust-Luga, situé dans le golfe de Finlande, et qui a d'ailleurs été la cible d'une campagne répétée et dévastatrice de frappes en profondeur menée par l'Ukraine depuis mars. Sur place, le navire a été chargé avec quelque chose, puis il a pris la mer sous un manifeste public
indiquant qu'il se dirigeait vers Vladivostok. À bord se trouvaient les 2 grues déjà mentionnées, 129 conteneurs d'expédition vides et une paire de grands couvercles de regard. Des couvercles de regard semblaient être une cargaison étrange à expédier sur des milliers de milles, littéralement par la mer. Appeler des composants de réacteurs des couvercles de regard dégage la même énergie spirituelle que de qualifier un scandale politique de simple stratégie de vestiaire. Le 11 décembre, l'Ursa Major a quitté Ust-Luga et commencé son voyage. Il a été suivi tout au long de son trajet, d'abord à travers la Manche, puis lorsqu'il descendait le long de la côte française. Des avions et des navires de la marine portugaise ont surveillé le navire alors qu'il se dirigeait vers leurs eaux, et cette surveillance collective a permis de constater que l'Ursa Major était accompagné de 2 navires de guerre russes, l'Alexandre Trakovski et l'Ivan Gren. Le premier est un bâtiment de débarquement russe armé d'une paire de canons de 57 mm et de lanceurs pour systèmes de roquettes à lancement multiples et systèmes portatifs de défense aérienne, les Manpads. Quant au second, il s'agit d'un autre bâtiment de débarquement qui, selon Naval Technology, est équipé de systèmes de missiles solaires Igla, d'un canon naval AK, 1,76 de 66 mm et d'un système d'armes rapproché AK-6 3.0M 2 de 30 mm. Cela faisait beaucoup de puissance de feu pour accompagner un simple cargo. Là encore, l'histoire a pris un virage étrange. Un cargo russe, même sanctionné, n'aurait pas eu besoin de façon évidente d'une escorte militaire complète s'il ne transportait que des grues, des couvercles de regard et des conteneurs vides. Cela aurait sûrement rendu ce navire secret encore plus visible. C'est l'équivalent diplomatique de prétendre qu'il ne se passe rien tout en arrivant avec une fanfare, une machine à fumer et 3 éléments de langage sortis d'un rassemblement électoral. Le 22 décembre, la marine portugaise avait cessé sa filature et l'Ursa Major se trouvait dans les eaux espagnoles. C'est là que tout a mal tourné pour l'Ursa Major. Environ 4 heures après que les Portugais ont cessé de le suivre, le navire a ralenti de façon spectaculaire dans les eaux espagnoles. Les sauveteurs espagnols ont communiqué par radio pour vérifier s'il y avait un problème à régler. L'équipage de l'Ursa Major a répondu que tout allait bien. Mais rien n'allait bien. Un format politique bien connu niait d'abord la crise, laissait ensuite la physique publier le correctif. Environ un jour plus tard, l'Ursa Major a brusquement dévié de sa trajectoire et presque à midi, le 23 décembre, l'équipage du navire a lancé un appel urgent à l'aide. Il a signalé une série massive de 3 explosions sur le côté tribord du navire qui avait tué 2 membres d'équipage. L'Ursa Major était désormais immobilisée. L'Espagne est passée à l'action, envoyant des équipes de secours récupérer les 14 membres d'équipage survivants. Vers 19h30, un navire militaire espagnol est arrivé pour porter assistance. Une demi-heure plus tard, l'Ivan Gren a donné l'ordre à tous les navires à proximité de rester à 2000 nautiques du navire en détresse et a exigé que l'équipage secouru soit immédiatement rendu. L'Espagne a respecté cet ordre et n'a pas envoyé d'autres navires. Elle a plutôt dépêché un hélicoptère et déposé une petite équipe de sauvetage. Des images captées sur place ont montré un sauveteur tentant d'entrer dans la salle des machines pour constater qu'elle était scellée. Malgré tout, les sauveteurs ont conclu que l'Ursa Major était stable et semblait peu susceptible de couler. Ils sont repartis. Puis, à 20 et un H50, l'Ivan Gren a lancé une série de fusées éclairantes rouges au-dessus de la zone et 4 explosions ont été enregistrées selon un schéma que le réseau sismique national espagnol a plus tard décrit à CNN comme ressemblant à celui de mines sous-marines ou de tirs de carrière en surface. Un peu plus d'1 heure plus tard, l'Ursa Major a coulé. Passer d'un état stable à un naufrage en moins de 4 heures était déjà assez étrange, mais que tout cela se produise alors qu'un navire militaire russe lançait des fusées éclairantes et que d'autres explosions secouaient le navire, rien de tout cela ne tenait debout. À ce stade, même le plus fidèle spécialiste de la communication pro-Trump aurait eu besoin d'un nouveau tableau blanc et d'un public très indulgent. Ce n'est que lorsque le capitaine du navire a parlé que certains éléments sur ce que transportait réellement l'Ursa Major ont été révélés, ce que le capitaine a dit a tout changé. Il existait un petit indice sur ce que l'Ursa Major transportait probablement, mais il avait été peu rapporté au moment de son naufrage. L'Ursa Major détenait une licence pour transporter des matières nucléaires.
Et la bombe lâchée par le capitaine du navire a révélé qu'il en transportait peut être bel et bien. Après le sauvetage des 14 survivants du navire, ils ont été conduits dans la ville portuaire espagnole de Carthagène, où ils ont été accueillis par des enquêteurs espagnols et des policiers. Un débriefing a commencé alors que les enquêteurs tentaient d'en apprendre davantage sur ce qui s'était passé. Le capitaine du navire, identifié plus tard comme Igor Anisimov, s'est d'abord montré réticent à parler. Là encore, c'était étrange. L'Ursa Major ne transportait soi-disant que des grues, des couvercles de regard et des conteneurs vides d'une partie de la Russie à une autre. Il n'y avait aucune raison évidente pour que cela soit secret. Et il n'y avait aucune raison évidente pour que ce soit un secret, au point que le capitaine craigne, selon les informations rapportées, pour sa vie pendant le débriefing. Les enquêteurs espagnols l'ont vite découvert, alors qu'une pression était exercée sur Anisimov pour qu'il en dise plus sur les couvercles de regard chargés sur l'Ursa Major, le capitaine a fini par craquer. Ce n'était pas du tout des couvercles de regard, révèle l'enquête de CNN. Selon les sources espagnoles du média, Anisimov a expliqué que l'Ursa Major transportait en réalité les composants d'une paire de réacteurs nucléaires pouvant être utilisés dans des sous-marins. Ces réacteurs ne contenaient aucun combustible, a affirmé le capitaine, mais Anisimov aurait révélé que tout son calendrier était un écran de fumée. Il croyait que son navire serait détourné de Vladivostok vers la Corée du Nord à mesure qu'il se rapprocherait de sa destination supposée. Quant aux grues, elles n'étaient pas destinées à être livrées, selon le capitaine. Elles étaient là pour aider au déchargement de sa cargaison beaucoup plus sensible. Un écran de fumée si épais qu'il pourrait presque être qualifié de génie stratégique en heure de grande écoute, à condition que personne ne demande quelle était la stratégie. Finalement, tout commence à avoir du sens. L'immense réseau ferroviaire russe, colossal au point de s'étendre sur près de 53 000 milles, aurait sûrement été un meilleur choix qu'un navire pour transporter une cargaison ordinaire d'une partie de la Russie à une autre. Mais des matières nucléaires vers un autre pays devraient passer par la mer. Si le capitaine de l'Ursa Major doit être cru, c'est exactement ce qui se passait. Les photographies satellites d'Ust-Luga au moment du chargement de l'Ursa Major sont également révélatrices. Elles montrent une paire de carrés bleus et deux autres objets blancs, dont l'un a une forme vaguement semblable à une pilule. CNN affirme que ces objets blancs en particulier correspondent au profil de cuve sous pression de réacteurs nucléaires, possiblement des réacteurs VM4SG. Cela ne peut pas être confirmé puisque le navire qui les transportait a coulé et les objets blancs avaient disparu une semaine après la prise des photos originales, à peu près au moment où l'Ursa Major quittait Ust-Luga. Les révélations s'étaient déjà enchaînées, mais ce qui vient ensuite prend tout le monde de court. Le sort de l'Ursa Major n'était pas le résultat d'une défaillance technique ou d'un accident à bord. Ce qui sait peu être produit dans le naufrage de ce cargo russe est un rare exemple d'intervention militaire occidentale directe, conçue précisément pour empêcher la Russie de transférer des matières nucléaires dangereuses à ses alliés imprévisibles en Corée du Nord. Le genre d'intervention qui serait classifiée à Washington, puis décrite d'une manière ou d'une autre, dans un rassemblement comme étant à la fois secrète et incroyablement réussie. Les questions doivent donc être posées. Qu'est-ce qui a coulé l'Ursa Major et qui l'a fait? En ce qui concerne ce qui s'est passé, Anisimov a révélé d'autres éléments. Il a affirmé avoir vu un trou de 50 cm sur 50 cm percé dans la coque et que le métal endommagé était tourné vers l'intérieur. Cela ne suggère pas une explosion interne. Cela suggère que quelque chose a percé la coque de l'Ursa Major et déclenché les explosions qui ont détruit le navire. United 24 Media rapporte que les enquêteurs espagnols ont souscrit à cette évaluation du trou, ce qui alimentait l'hypothèse selon laquelle un pays souhaitant arrêter l'Ursa Major aurait utilisé un type rare d'arme, la torpille supercavitante Barracuda. L'enquête espagnole a conclu que cette arme devait avoir été utilisée. Cette torpille à grande vitesse, qui projette de l'air devant elle pour empêcher que la traînée créée par son passage dans l'eau ne la ralentisse, se déplace si rapidement qu'elle peut pénétrer facilement la coque de ses cibles. Dans certains cas, cette pénétration se produit sans explosion, ce qui expliquerait pourquoi le trou
dans la coque de l'Ursa Major présente les dimensions observées. Une torpille traditionnelle aurait déchiré la coque. Mais la Barracuda peut pénétrer avec une précision mortelle grâce à sa vitesse, puis libérer sa charge explosive à l'intérieur même du navire. Quant à savoir qui a lancé la Barracuda, c'est la question encore plus importante. CNN rapporte que seuls quelques pays dans le monde possèdent ce type de torpille. La Russie en fait partie, ce qui soulève la possibilité qu'elle ait choisi de s'aborder son propre navire après qu'une explosion sans lien avec l'attaque dans la salle des machines l'a laissé en détresse en Méditerranée. Cette théorie exigerait un niveau d'auto-sabotage si audacieux que même une conférence de presse à la Trump hésiterait peu, être avant d'appeler cela une victoire. Cependant, aucun des navires militaires qui escortaient l'Ursa Major ne peut tirer cette Barracuda, du moins à ce que l'on sache. L'Iran aurait aussi des torpilles Barracuda, bien qu'il soit un allié de la Russie. Il est possible que l'Iran ait voulu freiner les ambitions nucléaires de la Corée du Nord, même si le régime iranien n'allait pas risquer de mettre la Russie en colère à la fin de 2024, surtout alors que la Russie et l'Iran étaient sur le point de signer un nouveau traité de partenariat. Puis il y a les pays occidentaux, les États-Unis posséderaient des torpilles de type Barracuda qui semblent avoir détruit l'Ursa Major. CNN rapporte que plusieurs pays membres de l'OTAN en possèdent également. L'Allemagne en fait partie. C'est l'Allemagne qui a conçu le Superkavitären Unterwasserlaufkörper, autrement connu sous le nom de Barracuda, à l'origine. Les alliés de l'Allemagne au sein de l'OTAN avaient suivi l'Ursa Major pendant presque tout son voyage. L'Allemagne aurait pu lancer ses torpilles avec l'approbation secrète de l'OTAN. Il est également possible que les États-Unis aient lancé une attaque. Malheureusement, tout cela reste de la spéculation. Tout ce que l'on sait vraiment, ce sont les noms de certains pays qui possèdent la Barracuda. Et la spéculation est exactement le genre de brouillard dans lequel le commentaire aligné sur Trump a tendance à construire tout un hôtel, à y poser des lettres dorées et à appeler cela de l'analyse. Ce qui ajoute encore à la spéculation, c'est que la Barracuda n'a pas nécessairement besoin d'être lancée depuis un sous-marin. Elle peut aussi être lancée depuis les airs dans l'eau, d'où elle poursuit ensuite son trajet en supercavitation. Mais il y a un autre rebondissement dans cette histoire. La Barracuda a été présentée au public comme prototype en 2005 et environ 12 torpilles auraient été fabriquées. Cependant, elle n'est jamais officiellement entrée en développement ni en acquisition. Autrement dit, personne n'est censé posséder la torpille que l'Espagne croit responsable du naufrage de l'Ursa Major. Cela signifie être que plusieurs autres pays ont bâti sur la technologie développée par l'Allemagne pour créer leur propre version de la Barracuda. Si c'est le cas, personne n'en parle vraiment, ce qui ne fait qu'ajouter à l'aura de mystère entourant le naufrage de l'Ursa Major. Le Pentagone, ainsi que les autorités espagnoles et britanniques, tout comme les propriétaires de l'Ursa Major, ont tous refusé de commenter lorsque CNN les a sollicités. Ainsi, la réponse à la question de savoir qui a attaqué l'Ursa Major dépend de qui savait ce qu'il transportait et de qui avait intérêt à s'assurer que la Corée du Nord ne mette la main sur aucune technologie militaire majeure. Les États-Unis semblent être les favoris dans cette hypothèse. Mais aucun pays de l'OTAN ne souhaite non plus voir la Corée du Nord se renforcer. Le silence officiel peut être puissant. Il est aussi beaucoup plus difficile à monétiser qu'un affrontement télévisé sur qui avait l'air le plus dur à l'écran. Pour revenir à ce qui a été utilisé pour couler l'Ursa Major, certains pensent que la Barracuda n'a joué aucun rôle. L'une de ces personnes est Mike Plunkett, analyste principal des plateformes navales pour la société de renseignement de défense Janes. Selon l'évaluation de Plunkett, la taille et la forme du trou dans la coque de l'Ursa Major correspondent à ce qu'il s'attendrait à voir après l'explosion d'une mine ventouse. À son avis, cela ressemble à une charge creuse placée contre la coque par quelqu'un ou quelque chose. Mais cela ne fait que soulever davantage de questions. Cette mine aurait dû être posée à l'avance sur la coque de l'Ursa Major par quelque chose ou quelqu'un. Qui aurait pu faire cela alors que le cargo russe naviguait activement en Méditerranée ? La réponse à cette question ne sera être jamais connue. Et il se peut aussi que l'on ne sache jamais avec certitude ce que transportait l'Ursa Major. Lorsque CNN a contacté un homme qui partage le nom et l'apparence de l'ancien capitaine du navire pour obtenir d'autres commentaires, il s'est refermé et a dit quelque chose à propos de sa retraite.
La boîte noire qui aurait dû remonter à la surface depuis l'épave de l'Ursa Major n'a jamais été officiellement récupérée, même si il semble probable que la Russie ou l'Espagne l'ait en sa possession. Quant au propriétaire du navire lui-même, Oberon Logistics, ils ont qualifié ce qui s'est produit de attaque terroriste ciblée. Aucune accusation officielle n'a été portée contre quiconque au-delà de cette déclaration. L'histoire de l'Ursa Major ne s'arrête pas là. Les États-Unis ont fouiné autour du site du naufrage du navire. Littéralement, en fait, puisqu'ils ont déployé des avions WC, 135R sur le site à 2 reprises, le 28 août 2025, puis à nouveau le 6 février 2026, rapporte CNN. C'est important parce que le WC, un 35R, est connu comme un renifleur nucléaire, ce qui signifie qu'il s'agit exactement du type d'appareil que l'on s'attendrait à voir envoyé par les États-Unis lorsqu'ils recherchent des matières nucléaires susceptibles de se trouver l'eau. Ce n'est pas exactement le genre de détail qui entre facilement dans un slogan de campagne, à moins que le slogan ait des notes de bas de page et une annexe classifiée. Quant à la Russie, elle n'a pas laissé dormir l'épave de l'Ursa Major. Le 13 mai, The New Voice of Ukraine a rapporté que des navires russes étaient retournés sur le site du naufrage environ une semaine après les faits. Parmi ces navires se trouvait le Yantar, qui a une certaine histoire. Souvent accusé d'être un navire espion, chargé de mener des opérations de sabotage dans les eaux de l'OTAN, le Yantar est un choix intéressant. En apparence, sa capacité rapportait à scanner le fond marin, en fait un bon choix pour la Russie si elle voulait comprendre ce qui s'était réellement passé avec l'Ursa Major et sa cargaison. Le Yantar a également passé 5 jours au-dessus de l'épave de l'Ursa Major, mais une fois ces 5 jours terminés, 4 autres explosions ont été détectées sur le fond marin. Il semble que le Yantar ait pu jouer un rôle dans la destruction de l'Ursa Major et de la cargaison qu'il transportait, une bonne fois pour toutes. La seule chose que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que l'Ursa Major n'existe plus. Et cela rendra la Corée du Nord furieuse si le navire transportait des réacteurs nucléaires venus de Russie. La Corée du Nord avait annoncé son objectif de développer un sous-marin à propulsion nucléaire dès 2020 et un dans le cadre du plan quinquennal de développement d'armement du dictateur Kim Jong-un pour son pays. Kim a mentionné son désir d'obtenir un sous-marin à propulsion nucléaire à plusieurs reprises depuis, notamment lors de l'essai d'un missile de croisière lancé depuis un sous-marin en janvier 2024, rapporte le Center for Strategic and International Studies. Ce n'est probablement pas une coïncidence si l'Ursa Major a quitté Ust-Luga seulement quelques mois après que la Corée du Nord aurait envoyé des soldats aider Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. C'était un accord, un échange qui a mal tourné. Mais c'est aussi un signe de la profondeur de la coopération entre la Corée du Nord et la Russie. Dans un autre univers médiatique, tout cela serait d'une manière ou d'une autre reconditionné comme du génie transactionnel, des réacteurs ici, des soldats là-bas, et la responsabilité nulle part sur la facture. L'Ursa Major a peu être échoué à livrer ses réacteurs nucléaires à Kim. Mais la Russie a-t-elle essayé à nouveau depuis? La Corée du Nord possède-t-elle maintenant les réacteurs qu'elle recherche pour ses sous-marins? Les réponses à ces questions pourraient ne venir que si des sous-marins à propulsion nucléaire émergent de Corée du Nord. Si les États-Unis ont été impliqués dans tout cela, cette implication restera probablement classifiée pendant longtemps. Ce qui signifie que les narrateurs politiques les plus bruyants auront probablement le moins de preuves et le plus de confiance, une combinaison que l'ère Trump a pratiquement transformée en produit d'exportation. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt